Effectivement, ce qui nous intéresse ici à Paris-Saclay Springs, c'est d'étudier, d'explorer les frontières de la science, de la médecine, jusqu'à l'espace. Et nous allons effectivement nous intéresser à cette deuxième révolution spatiale avec une question: comment le New Space peut créer de la valeur qui soit à la fois économique et durable? Et puis surtout, peut-être la première question, c'est quoi, au fond, le New Space? À la croisée d'enjeux de souveraineté et de durabilité, comment l'espace peut permettre de mieux comprendre le réchauffement climatique et de nous y adapter? Comment les nanosatellites, avec leurs moteurs miniatures, prennent en compte le durable? C'est l'objet de cette table ronde avec nos invités que j'accueille tout de suite, Madame Richard et Messieurs Mefta, Traîneau et Moury. Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, prenez place. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous aider à comprendre ce domaine qui est à la fois ancré dans les imaginaires et complètement nouveau, celui de la conquête spatiale. Je vais commencer par vous, Moustama Mefta. Vous êtes ingénieur de recherche CNRS issu du laboratoire Atmosphère et Observatoire Spatial, on dit donc l'ATMOS. On va arriver aux enjeux du New Tech, mais je pense qu'un récapitulatif s'impose. C'est quoi cette notion de New Space et en quoi est-ce qu'elle est si nouvelle? Alors, le New Space, c'est une définition assez particulière. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas un New Space, mais plusieurs New Space. Et ensuite, c'est une industrie spatiale, quelque part, qui est née aux États-Unis au début des années 2000. Et elle a été favorisée par un cadre juridique spécial pour favoriser des activités commerciales. Donc on est purement dans une application où, à partir d'une historique, typiquement, à partir du moment où plusieurs échecs ont été mis en avant par rapport aux lanceurs de la navette spatiale, Challenger et Columbia, les Américains, à un moment, ont voté une loi pour pouvoir favoriser la privatisation ou la venue de personnes, d'entreprises privées, pour pouvoir mettre en orbite des systèmes à partir de lanceurs. Et ensuite, il y a un deuxième qui s'appelle le Space Act qui a été mis en place en 2015 où on va à un moment s'orienter vers un accès à l'espace plus privé. Voilà. Donc pour conclure, ces activités spatiales, elles sont parties au départ d'acteurs étatiques. Le New Space favorise la mise en place d'entreprises privées, mais avec des capitaux publics importants. Et la troisième phase, je pense, ce sera une phase où uniquement des capitaux privés seront mis en place, et ce sera la troisième révolution du spatial. Au fond, c'est presque la fin de l'étatisation de l'espace, c'est ce que vous nous avez dit. D'un coup, des acteurs privés ont pu arriver sur ce secteur. C'est quoi les enjeux de cette révolution? On entend beaucoup de projets farfelus, il y en a qui veulent aller prendre des métaux précieux sur des astéroïdes, mais selon vous, l'enjeu le plus important, c'est celui du réchauffement climatique. Alors oui, pour ma part, il y a évidemment des enjeux commerciaux, avec notamment l'accès à l'Internet, les objets connectés. Mais de notre côté, en tant que scientifiques et chercheurs, une des priorités et un des enjeux majeurs du XXIe siècle, un enjeu sociétal évidemment, c'est le réchauffement climatique. Donc pour nous, c'est fondamental de disposer de satellites, et notamment il y a un mot-clé qui est important, c'est la constellation de satellites. Donc pour pouvoir faire de l'observation de la Terre. Et cela, ça va nous permettre de répondre à des questions fondamentales. On cherche à avoir une meilleure revisite temporelle et avoir une meilleure observabilité spatiale. Donc la résolution spatiale et temporelle, c'est un enjeu global au niveau des variables climatiques que l'on cherche à mesurer. Et un point très important, c'est qu'on a plus d'une cinquantaine de variables climatiques essentielles. Plus de 40 variables climatiques essentielles ne sont observables que depuis l'espace. Donc l'espace, c'est un enjeu stratégique et fondamental pour l'observation de la Terre et pour l'étude du climat. Alors, on entend qu'il y a de nombreux acteurs, de nombreux nouveaux acteurs qui peuvent débarquer sur ce marché, ce qui fait évidemment du coup de la régulation, pardonnez-moi, un enjeu crucial. Il ne faut pas non plus que ce soit le Far West spatial. Alors oui, vous mettez là dans le mille, on est aujourd'hui dans une sorte de Far West. Alors, vous avez entendu parler des trois mousquetaires de l'espace, il y en a trois. Il y a Elon Musk, vous avez Richard Branson et Jeff Bezos. Eux, ils sont typiquement, on peut aussi les appeler les orphelins de la mission Apollo. Ils ont été un peu déçus par cette conquête de la Lune, donc ils proposent d'autres solutions.
Ensuite, derrière tout cela, il y a aussi des enjeux économiques colossaux. Donc à partir du moment où on veut s'intéresser à l'exploitation des ressources, notamment dans l'espace, on va commencer par vouloir mettre en place des lanceurs, avoir des méga constellations. Et quand on parle d'une constellation avec 30 000 satellites pour un opérateur ou plus, et que l'on pense multiplier le nombre de satellites dans l'espace, on est face à un très gros problème qui est la surpopulation des satellites dans l'espace. Donc on doit impérativement à un moment converger vers une régulation internationale avec des lois à respecter. Et il y a une loi de l'espace, celle de 1967, qui dit que normalement, l'espace, c'est quelque chose qui appartient à l'humanité, c'est un bien de l'humanité. On n'a pas, normalement, on a une forme d'interdiction de s'approprier. Un État ne peut pas s'approprier l'espace. Voilà. Et un autre paramètre aussi, on fait de l'astronomie, de l'observation depuis le sol. Ces très grandes constellations ont aussi un impact sur les observations depuis le sol. On va avoir ce qu'on appelle de la pollution lumineuse. Donc au-delà de la gestion des débris, nous avons aussi des problèmes d'observation depuis le sol par rapport à des observations astronomiques. Vous parlez à l'instant de lois qui devraient s'appliquer partout à l'échelle internationale. Vous avez cité les 3 mousquetaires qui sont chacun des individus d'une richesse colossale. Dans ce panorama-là, quelle est l'action du CNRS ? Alors, le CNRS, plutôt, moi je parle au niveau du laboratoire et moi dans mes activités, ce qu'on cherche surtout c'est à faire de la recherche. Donc la vocation première des laboratoires de recherche, c'est de faire de la recherche. Et une des thématiques, c'est notamment l'étude du climat. On utilise des outils. Les satellites, pour nous, sont des outils, vont nous permettre d'observer ces variables. Et ensuite, à partir des observations, on va alimenter des modèles. Donc tout l'intérêt d'un modèle, c'est de pouvoir coller avec des observations spatiales. Ensuite, on peut faire des prédictions. Et puis en même temps, regarder ce qui a pu se passer dans le passé. Voilà. Alors en termes d'action, pourquoi on s'intéresse à ces outils? Parce qu'il y a 2 enjeux. Le premier, c'est développer des solutions technologiques et les valider à partir des petits satellites. Ça va nous permettre de faire des sauts technologiques et de valider de nouveaux concepts pour avoir des instrumentations beaucoup plus performantes. Et le deuxième enjeu, c'est la constellation de satellites. Donc on voit clairement que beaucoup d'opérateurs s'intéressent à l'orbite basse. L'enjeu clé, c'est le temps de latence, pour pouvoir récupérer l'information depuis le sol, comparé à une orbite géostationnaire. Et la notion de constellation, ça permet d'avoir à un moment un réseau d'observations qui vont nous permettre de cartographier les flux et d'avoir une observation quasi temps réel de ce qu'il se passe au niveau de la Terre. Alors, petite difficulté, c'est que quand on a un petit satellite, on va avoir une petite ouverture ou un petit diamètre, et ça va nous donner une limite de résolution, une limite d'observation. Donc évidemment, on a aussi besoin de ces gros satellites. On va combiner ces gros satellites avec les petits satellites, avec les constellations. Bon, et puis les gros ou les grands du spatial seront aussi toujours présents, c'est quelque chose de clé. Vous parlez de surpopulation, ce qui est un terme presque paradoxal, la surpopulation de l'espace, en tout cas de notre orbite proche. C'est bien parce qu'en fait, le New Space et le Old Space doivent cohabiter. Je voudrais en parler avec vous, Jean-Claude Traîneau, vous êtes directeur espace chez Onera. Quand on parle New Space, évidemment, on se dit on y va, c'est une nouvelle frontière. En réalité, vous venez de nous le rappeler, elle est occupée un peu, cette frontière. Surpopulation, pollution également de ces orbites. Les 2 concepts, pourtant, ne s'opposent pas. Non, alors je vais peut-être vous surprendre en disant que, pour moi, la notion d'Old Space et New Space, ça n'existe pas vraiment. C'est le spatial. Et c'est une évolution du spatial qui paraît assez naturelle. On est passé d'un spatial qui était dominé effectivement par les grandes agences, et comme le disait Mustapha à l'instant, depuis une vingtaine d'années aux États-Unis, on va dire une dizaine d'années en Europe maintenant, on a vu apparaître des nouveaux acteurs qui sont des acteurs privés. Pourquoi? C'est parce que les petits satellites, la miniaturisation des instruments qu'on peut mettre à bord des satellites a fait un progrès considérable et qu'on est capable maintenant de faire des choses remarquables avec des tout petits satellites. Et en parallèle, le coût de l'accès à l'espace diminue et ne cesse de diminuer. Donc si vous faites cohabiter ces 2 phénomènes, vous vous retrouvez avec la possibilité d'imaginer les fameuses constellations dont parlait Mustapha,
qui sont des constellations qui vont amener sur des sujets nouveaux et des thèmes nouveaux. On peut imaginer constellations de satellites pour l'agriculture, pour la surveillance maritime, pour la maîtrise des événements climatiques, enfin voilà, des choses comme ça. Donc le New Space est une continuation du spatial. Vous venez d'employer le thème cohabitation. Est-ce qu'on pourrait imaginer une collaboration ? Est-ce que entre ces différents acteurs, les nouveaux acteurs privés, les grands acteurs d'État, vous nous le disiez aussi, les petits satellites ou les beaucoup plus gros, est-ce qu'on peut imaginer une forme de collaboration de tous ces acteurs ? Évidemment, et la collaboration me paraît être une évidence, voire une nécessité, en particulier dans le domaine de la recherche qui m'intéresse plus spécifiquement. Dans le spatial, la recherche a toujours été un driver important, un événement important. On parle des missions Apollo, on parle de la station spatiale, on parle des gros satellites, on parle également, c'est valable également pour les petites constellations. Je peux vous donner un exemple très concret. Je vais vous parler d'un projet européen qui s'appelle Scarbo, qui est un projet du programme européen H20, qui est piloté par mes collègues d'ADS, dont Jean-Luc est à côté de moi, qui est un programme qui va se terminer. Il y a 8 partenaires européens qui ont participé. Qu'est-ce qu'on fait dans ce programme Scarbo ? On mesure les gaz à effet de serre et on mesure plus particulièrement le CO2 et le méthane. Donc le projet a imaginé une constellation de nanosatellites, des tout petits satellites, avec des instruments évidemment miniaturisés, extrêmement performants et qu'il faut développer. Donc voilà l'objet du projet. Et cette constellation de nanosatellites, on va la faire cohabiter avec un plus gros satellite qui s'appelle CO2M, qui est en cours de développement, qui lui va faire des mesures plus globales. Les petits satellites vont faire des mesures extrêmement ponctuelles. Et par une manière intelligente de faire cohabiter et de structurer ensemble ces données, on va augmenter très nettement la précision de ce qu'on appelle le CH4 et le CO2 générés par l'homme, donc les puits de chaleur, enfin toutes ces choses-là. Voilà. Donc c'est un exemple typique d'une collaboration entre deux entités de calibres différents. Et il y a une autre forme de collaboration, c'est celle évidemment entre la recherche et l'industrie. Les deux, vous nous le rappeliez, sont très liés dans ce secteur du spatial, non seulement pour la performance, mais aussi pour la durabilité. Jean-Luc Moury, vous êtes le directeur du développement des systèmes spatiaux à Airbus Défense et Espace. Le lien entre la recherche et l'industrie, il est évidemment essentiel pour développer ces nouveaux marchés. Comment vous l'organisez ? En fait, comme l'a dit Jean-Claude, le spatial, depuis l'origine, a toujours mixé la recherche et l'industrie, puisque ce domaine-là a toujours été un domaine qui est, quand on parle espace, c'est un domaine qui est agressif, qui est critique. On a du vide, on a des problèmes de température, on a des problèmes de rayonnement, on a des problèmes de radiation, et tout ça a fait que progressivement, recherche plus industrie, on travaillait à développer l'ensemble de l'écosystème qu'on a aujourd'hui mis en place. Et donc ce travail-là se poursuit aujourd'hui dans une collaboration sur l'ensemble des thèmes que l'on peut avoir pour améliorer d'une part nos propres systèmes qui sont déjà en place, donc améliorer, comme on le disait, des satellites qui sont très imposants et qui réalisent de très hautes performances, et puis de les accompagner avec ce qu'on appelle le New Space aujourd'hui, qui est au sein de notre écosystème s'appelle plutôt le Next Space, qui est plutôt une nouvelle étape que l'on met en place par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui, dans lequel tous les acteurs sont, je dirais, les bienvenus et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice par rapport à l'enjeu qui est posé, qui est en effet de savoir comment est-ce qu'on peut, à partir de ce que l'on connaît aujourd'hui, développer les services pour l'humanité. Et ça, c'est un point qui est important en effet. L'espace appartient à tout le monde, mais ce qu'on doit faire, c'est travailler à développer des services pour l'humanité et se servir de l'ensemble des bonnes idées qui peuvent apparaître pour pouvoir les fédérer dans un exercice de développement qui, d'un point de vue industriel, est un enjeu relativement compliqué parce que, comme je l'ai dit, l'environnement est difficile et donc ça nécessite des validations, des qualifications, des essais au sol avant de pouvoir être démontré dans des missions de long terme sur le spatial. Monsieur Traîneau nous le rappelait à l'instant, l'une des raisons de ce Next Space, c'est aussi la réduction des objets qu'on peut y envoyer, ce qui entraîne une réduction des coûts, une hausse des capacités pour ces nouveaux acteurs. Vous nous avez parlé de nanosatellites. Il y a beaucoup de travail encore à faire sur ces nanosatellites. C'est un secteur en pleine expansion. Qui dit secteur en expansion dit aussi à un moment régulation, on en parlait tout à l'heure, et du nouveau secteur, mais des matériaux eux-mêmes. Quelles règles doivent être créées pour respecter les limites que l'on peut avoir et comment surtout que ce Next Space ne se fasse pas au détriment de notre space, j'allais dire, c'est-à-dire que cette expansion de l'activité spatiale respecte les limites environnementales. Alors là, on travaille, en fait, on rejoint ce qui a déjà pu être dit par Mustapha ou par Jean-Claude. On a aujourd'hui des lois qui ont été posées, qui sont nécessaires à être totalement appliquées. Et ces lois doivent s'appliquer à l'ensemble des matériels qui vont être
envoyés dans l'espace, avec pour objectif, nous on retient toujours une image qui est de dire ne transformons pas l'espace de ce que nous avons fait de nos océans. C'est-à-dire de faire en sorte que l'espace ne devienne pas un ensemble de débris, puisqu'il faut reconnaître qu'une fois que les engins sont lancés là-haut, pour les faire disparaître, les choses sont très compliquées. C'est des choses qui sont... Et donc, on a développé des lois aujourd'hui pour imposer ce type d'activité, et on a besoin, à travers cette démarche-là, de gérer des technologies qui nous permettent d'être fiables pour faire en sorte que l'on puisse être certain qu'à la fin de la mission du matériel, quel qu'il soit, on puisse, entre guillemets, l'évacuer de l'espace, pour le laisser libre, l'espace utile par rapport à ces éléments-là. Et on parle bien, évidemment, on ne parle pas que des lanceurs, on parle aussi des objets en eux-mêmes, des parties qui dérivent. La pollution spatiale, elle est en grande partie liée à des tout petits objets, c'est ça ? On a énormément d'objets qui sont... Alors, il y a ceux qui sont cartographiés. Et il faut savoir que tous nos satellites, en particulier tous nos satellites d'orbite basse, sont contrôlés en permanence en termes de positionnement et sont activés en permanence pour éviter le risque de collision. Donc on travaille en permanence sur cette base-là, et il est clair que plus on va avoir d'éléments dans cette périmètre d'orbite basse, qui est un périmètre entre 400 et 1500 km au-dessus de nos têtes, il est très important qu'on puisse nettoyer régulièrement ce périmètre-là pour faire en sorte d'éviter qu'on se retrouve soit à devoir gérer ce type d'éléments, soit le pire que l'on connaît, qui a déjà été mis en évidence, c'est la collision qui conduirait à régénérer des milliers de débris qui eux-mêmes généreraient des milliers de débris avec l'ensemble de ce que l'on connaît qui a déjà été exposé plusieurs fois. Monsieur Traîneau, vous nous avez parlé de ces nouvelles paradigmes économiques de cette Next Space. Au fond, c'est quoi la taille idéale, pourrait-on dire ? On parle là de nanosatellites, alors ils ne sont pas encore nanoscopiques, mais qu'est-ce que ça signifie, ce changement de taille ? C'est quoi, au fond, le paradigme économique de cette nouvelle conquête spatiale ? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une taille idéale. C'est manifestement, ça va dépendre également des progrès que l'on fait à travers les instruments qui servent à mesurer les grandeurs que l'on veut mesurer, soit mesurer des grandeurs de l'atmosphère, soit des grandeurs au sol. Donc effectivement, c'est un compromis à trouver. Donc il n'y a pas de taille idéale. Je pense qu'effectivement, probablement, les satellites au fil du temps vont diminuer en taille, en moyenne. Et donc, on voit émerger les constellations qui sont quand même sur des satellites de quelques centaines de kilos, voire éventuellement un peu moins. Et je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Luc aussi. Il est indispensable maintenant que tous les satellites qui vont être envoyés dans l'espace puissent avoir forcément cette vision de que devient cet objet à la fin de sa mission. Et donc, quelque chose qui va devenir extrêmement important s'appelle le Space Traffic Management. Et c'est quelque chose qui va émerger de manière évidente et puissante. On est dans l'espace, comme on était dans le trafic aérien à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que ça explose et il faut bien le réguler. Donc, comme disait Jean-Luc, il y a des lois. En France, on a une loi d'orientation spatiale qui s'appelle la LOS. D'autres pays n'ont pas des lois, mais ont des bonnes pratiques. Il va falloir que tout ça s'harmonise au niveau international, et c'est un des grands challenges de demain. Donc, pour faire du Space Traffic Management, il faut pouvoir observer, savoir où sont les objets, éventuellement les faire bouger pour éviter les collisions, et puis à la fin les faire rentrer. Et pour les faire rentrer, toutes les solutions de propulsion électrique innovantes, par exemple, sont les bienvenues. Alors justement, on va parler de ces nouveaux moyens de propulsion et aussi de ces nouveaux combustibles. Avec vous, Lorraine Richard, vous êtes ingénieure technico-commerciale à ThrustMe. Je voudrais qu'on reste sur cette idée de durabilité de l'utilisation de l'espace. Elle me semble capitale lorsqu'on vous entend. Quelles solutions peut-on apporter à la fois pour ce traffic management, mais aussi pour ne pas l'empirer? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose d'astro-dégradable? Alors effectivement, la question de durabilité est effectivement très importante. Merci de poser cette question. Il y a la partie, du coup, Mustapha, Jean-Claude et Jean-Luc en ont déjà parlé avant, mais la partie de gestion des satellites, parce qu'il va y avoir une augmentation exponentielle des satellites dans les prochaines années. On estime à peu près 10 000 satellites à être lancés dans les prochaines années. Donc c'est très important de justement pouvoir gérer ces satellites-là et pouvoir éviter que les satellites en fait, puissent se collisionner, avoir des collisions entre eux pour générer encore plus de débris. Et donc il y a des solutions qui sont proposées. Par exemple, la propulsion électrique, comme mentionné Jean-Claude. La propulsion électrique permet en fait de donner une mobilité aux satellites
pour leur permettre de manœuvrer dans l'espace, pour éviter de potentielles collisions entre eux avec les débris qui sont déjà existants. Et ça permet aussi, comme Jean-Claude aussi le disait tout justement, qu'à la fin de la vie du satellite, on puisse en fait le désintégrer dans l'espace pour qu'il n'encombre pas encore plus l'espace environnant. Il y a cette partie-là, il y a aussi une partie de durabilité par rapport aux constellations, parce qu'on voit aussi un nombre important de constellations qui va augmenter. Et donc, du coup, les constellations, elles coûtent en fait cher. Donc, il y a la question d'avoir un système de propulsion adapté pour ces constellations, permet de réduire le nombre de satellites dans ces constellations en performant des manœuvres de contrôle précises et aussi en permettant du coup le déploiement de ces constellations de manière plus efficace pour que les satellites en fait, puissent générer des données plus rapidement et donc générer des revenus plus rapidement. Et pour ça, il y a la question de durabilité du combustible dans les systèmes de propulsion, qu'on ne pose pas forcément, mais ce qui est extrêmement important, parce que surtout dans la propulsion électrique aujourd'hui, le xénon est le combustible traditionnel utilisé, et en fait, on se rend compte qu'il n'est pas durable. Par exemple, si vous voulez, SpaceX, eux, utilisent le krypton au lieu du xénon, parce que justement, ils se rendent compte que ce n'est pas idéal. Il y a des métaux liquides aussi, mais on se rend compte qu'ils ne sont pas idéaux non plus. Le seul combustible idéal est l'iode, en fait. Parce qu'au niveau budgétaire, au niveau durabilité, l'iode coûte 2% le prix du xénon. Le xénon est rare, alors que l'iode est abondant sur Terre, donc aussi ça justifie le prix. Et aussi, surtout très important, le xénon, le krypton, etc. sont utilisés pour des propriétés et des applications très importantes sur Terre, comme l'anesthésie dans les hôpitaux. Alors, quelque chose me dit que la propulsion basée notamment sur l'iode, c'est en partie ce que propose ThrustMe. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à l'iode? Parce que c'est vrai que, bon, ça ne semble pas être le matériau ou l'idée la plus immédiate en se disant, bah, tiens, on va envoyer des trucs dans l'espace, on va le faire avec de l'iode. Alors, déjà, il faut savoir que les cofondateurs de ThrustMe, Anian Esland, Dimitro Rafalski, sont des chercheurs en physique des plasmas, issus du CNRS et de l'école polytechnique, donc de l'écosystème Paris-Saclay, et ont étudié pendant plus de 15 ans les applications et les propriétés de l'iode pour la propulsion électrique. Donc déjà, il y a ça, ils se sont rendus compte qu'effectivement, l'iode est très intéressante au niveau budgétaire, au niveau performance, c'est meilleur que le xénon et le krypton. Au niveau design du système, c'est beaucoup plus simple, mais surtout très important au niveau de la sûreté, parce que du coup, si vous voulez, le xénon, le krypton sont des gaz pressurisés, à peu près 200 bars, donc c'est comme si on transportait une bombe avec nous, alors que l'iode se trouve de manière solide sur Terre. Donc on enlève tous ces problèmes-là, et globalement, en fait, l'iode est plus intéressant. Mais pour revenir à votre question, l'idée de base d'utiliser de l'iode pour les systèmes de propulsion électrique n'est pas nouvelle du tout. En fait, c'est un rêve de la communauté spatiale depuis plus de 60 ans, d'utiliser de l'iode comme combustible. Il y a des articles, des revues scientifiques qui ont été écrits dessus et qui disent qu'effectivement, l'iode est un combustible idéal. Il y a la NASA, l'ESA et d'autres acteurs industriels qui ont, pendant des années, étudié l'iode, etc. Sauf que là où ThrustMe s'est démarqué, c'est qu'on a été vraiment les premiers à démontrer à concrétiser ce rêve et à démontrer que la propulsion électrique avec l'iode marchait et a été démontrée avec succès dans l'espace. Et ces démonstrations ont tellement été innovantes qu'elles ont été publiées dans le journal scientifique Nature. Alors, il y a beaucoup de startups, souvent, ici, parfois aussi, qui viennent et qui, effectivement, ont des promesses inouïes, qui ne se concrétisent pas toujours. Ça arrive dans l'histoire de la recherche et du développement. Quelle est la prochaine étape concrètement pour ThrustMe? Est-ce que bientôt ce Next Space sera, se fera grâce à l'énergie de l'iode? Alors la prochaine étape, c'est qu'effectivement, on a vu qu'il y a de plus en plus de clients qui demandent de plus en plus de demandes pour ces systèmes de propulsion avec de l'iode. Donc on veut augmenter la production de ces systèmes-là. Parce qu'il y a aussi, donc on parlait de l'augmentation exponentielle des satellites, des méga-constellations avec des exigences très importantes. Et donc, c'est très important pour nous aujourd'hui d'avoir une chaîne de production de ces satellites-là, de ces systèmes de propulsion. On compte à peu près, on estime 350 systèmes de propulsion à produire par an à partir de la fin de cette année. Donc, du coup, pour ça, on veut aussi embaucher. On a un deuxième bâtiment qui va être lié pour la production.
Et par contre, ce qui est très important, et pour FirstMe aussi, c'est de continuer à faire des systèmes de propulsion qui sont adaptés pour l'industrie du spatial qui continue à changer. La R&D est aussi importante parce qu'on ne fait pas que des systèmes de propulsion, mais aussi des instruments scientifiques, parce qu'on est vraiment expert en physique des plasmas. Et donc, comme on l'a dit tout au long de cette table ronde, c'est aussi la collaboration, donc, du coup, avec les différents acteurs, avec les centres de recherche et scientifiques comme le CNRS et l'ONERA, avec les grands industriels déjà établis comme Airbus, pour réellement créer une industrie du spatial innovante, une industrie d'avenir, et bien surtout durable, pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui qui sont comme, par exemple, le changement climatique. Écoutez, que ce soit grâce à l'IOD, que ça s'appelle Next Space, que ça s'appelle New Space pour tous les lecteurs de Jules Verne, de la planète et toutes celles et ceux qui ont rêvé un jour en regardant des étoiles, merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer un tout petit peu sur cette nouvelle frontière qui est absolument passionnante. Oui, je cite aussi du Star Trek, que voulez-vous, moi, l'espace me passionne complètement. Merci en tout cas beaucoup à vous quatre d'avoir été avec nous. Je vous laisse rejoindre les coulisses, car s'il ne tenait qu'à moi, évidemment, on parlerait d'espace très 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 longtemps, vous vous en doutez, mais là, tout de suite, merci à vous. Nous allons vous parler de bouffe. Parce qu'on s'est dit, oui, vous pouvez les applaudir, parce que c'était quand même absolument passionnant. Nous allons passer, dans le jargon, on appelle ça sans trop de transition, parce que c'est compliqué de passer de l'espace à la food tech. Donc nous allons vous parler de food tech. C'est le dernier round de Spring 50 avant la remise des prix en fin de journée. Mais cette fois-ci, c'est Marion qui accueille les 5 dernières startups de ce contest pitch.